L'actualité en continue sur la chaîne de l'info CAM News 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de la Minute de l'économie. Le Cameroun et le Nigeria très bientôt reliés. La Banque africaine de développement a donné son accord pour le financement du projet de construction d'un pont de 403 mètres de long afin de fluidifier les échanges entre les deux pays. Un autre problème qui a trouvé une solution plutôt particulière, les populations utilisent de la spiruline pour lutter contre la malnutrition. Cet aliment est présenté comme le plus riche dans la nature après le lait maternel. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue à tous et merci de nous retrouver pour cette édition de la Minute de l'économie. En le disant en titre, le Cameroun et le Nigeria très bientôt reliés. La Banque africaine de développement a donné son accord pour le financement du projet de construction d'un pont de 403 mètres de long afin de fluidifier les échanges entre les deux pays. D'un montant d'environ 3 275 milliards de francs CFA, l'infrastructure va relier la ville des Coques au Cameroun, Mfumo au Nigeria. Le pont va traverser la Cross River, un fleuve qui coule au Cameroun et au Nigeria vers le golfe de Guinée, près de la ville nigérienne Calabar, capitale de l'état de Cross River. Pour le Cameroun, ce projet est une réalisation inscrite sous l'égide du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale ou stratégie de financement élaborée par la communauté économique des États de l'Afrique centrale en vue de combler le déficit d'infrastructures. La situation d'insécurité aux frontières n'a pas eu de graves conséquences sur le transit des marchandises centrafricaines et tchadiennes au Cameroun. Selon les statistiques révélées par la Direction générale du port autonome de Douala, le volume des marchandises provenant du Tchad et de la Centrafrique qui ont transité par le port de Douala au cours de l'année 2015 a dépassé le cap du million de tonnes. En gros, l'activité se porte plutôt bien. La preuve, elle connaît une hausse de 4,10% en valeur ajoutée par rapport à l'exercice 2014. Plus de détails dans ce reportage de Ghislain Cougan. 11 313 674 tonnes, c'est le trafic global enregistré au port autonome de Douala au cours de l'exercice 2015, soit une hausse relative de 4,10% par rapport à l'année 2014. Ces chiffres ont été donnés au gouverneur de la région du littoral à l'occasion de sa visite le 18 mai dernier par le directeur général du port autonome de Douala. Une visite qui rentrait dans le cadre de la tournée de prise de contact et d'animation socio-économique du numéro 1 de la région. Emmanuel Etundi Oyono a alors précisé à Samuel Dieudonné Iva Adiboa que cette croissance devrait se poursuivre en 2016 quand on sait que le taux de croissance annuel du trafic oscille entre 5 et 7%. Le directeur général du port autonome de Douala a ensuite ajouté que le trafic en transit, en provenance et à destination notamment des pays sans littoral que sont le Tchad et la RCA, qui avait diminué légèrement en raison entre autres de l'insécurité, connaît une légère embellie depuis 2014 où il a dépassé le cap du million de tonnes. Le patron du port autonome de Douala a indiqué sur un autre plan que malgré des limites infrastructurelles de tous ordres et quelques contraintes d'exploitation enregistrées en particulier au niveau du terminal à conteneurs, le port de Douala continue, bon an, mal an, de remplir convenablement ses missions avant de préciser que les tarifs des intervenants portuaires, l'un des facteurs de compétitivité du port, sont restés stables, même s'il y a lieu de regretter que certains acteurs entretiennent de faux frais, pratique contre laquelle des actions sont en cours. Emmanuel Etundi Oyono a ensuite parlé de procédures administratives à dépoussiérer, du dragage du chenal qui est permanent désormais, des mesures prises pour renforcer la sécurité dans l'enceinte portuaire et d'un programme envisagé de réhabilitation des infrastructures et de renouvellement des équipements pour une meilleure gestion du trafic. Le gouverneur a quant à lui exprimé toute son appréciation des changements enregistrés au port au fil des années et estimé que l'expertise du port autonome de Douala peut inspirer des ports plus jeunes comme ceux de Limbé ou de Kribi. Parlons de toute autre chose à présent. La sous-région Afrique centrale connaît quelques difficultés sur le plan des échanges intracommunautaires qui ont subi une baisse considérable ou plutôt une chute libre. Malgré l'importance accordée dans les discours à la question du commerce intracommunautaire et les nombreuses dispositions institutionnelles prises en vue de promouvoir l'intégration économique de la sous-région, les échanges à l'intérieur de la CEMAC et de la CEAC sont restés très marginaux, une situation qui est conséquente à de nombreux écueils dont les principaux restent la volonté politique communautaire et les infrastructures de
communication. Le commerce intracommunautaire en zone CEMAC est passé de 12% en 1995 à 7% en 2000 et chute à près de 2% aujourd'hui. Il se limite même à 1,04% dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2015. Restons dans la zone Afrique centrale pour parler du projet de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'institution veut acquérir sur ressources propres du matériel pour fabriquer des billets de banque, précisément divers matériels destinés au traitement des signes monétaires. À cet effet, elle invite les entreprises remplissant les conditions requises à présenter une offre au plus tard le 1er juillet 2016. L'appel à concurrence est subdivisé en 2 lots indépendants. Le premier concerne 6 000 rouleaux de feuillets synthétiques siglés BEAC. Le second, 54 machines à cercler, les billets de banque. L'actualité économique au-delà de nos frontières, on ouvre cette page étrangère avec un zoom sur les femmes de Zanzibar. Immergées jusqu'à la taille dans les eaux saphiques de l'océan Indien, elles pratiquent la culture des algues, une activité qui emploie près de 80% de femmes. Reportage. Depuis 20 ans, M. Toumoua répète le même geste. Cette agricultrice cultive l'algue comme près de 20 000 femmes de Zanzibar. Je suis en train d'accrocher les jeunes algues sur ces cordes. Je vais attendre 2 mois qu'elles grandissent avant de les récolter. Une fois séchées, les algues sont exportées aux États-Unis, en France, en Chine, pour être utilisées dans des gélifiants alimentaires, des cosmétiques ou des médicaments. Alors qu'à Zanzibar, les hommes occupent habituellement tous les secteurs d'activité, les algues emploient 80% de femmes. C'est la principale source de revenus pour M. Toumoua et sa fille, mais peut-être plus pour longtemps. J'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a 20 ans parce que je voulais augmenter mes revenus pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais en ce moment, je suis découragée parce que les prix chutent. J'espère que ça va changer. Des baisses de salaire liées à un marché qui étouffe depuis le début de l'année. La cause principale, la concurrence indonésienne et philippine qui cassent les prix. Si Zanzibar reste pour le moment le 3e producteur mondial d'algues, en mars, l'archipel en a exporté 411 tonnes, soit moitié moins qu'en 2015 à la même période. Cette entreprise, l'une des plus grosses de l'île, dresse le même constat. Les profits de la compagnie ont chuté de 8 000 $ depuis le début de l'année. On doit réduire les prix. L'année dernière, on achetait le kilo aux agriculteurs 24 centimes d'euros. Et maintenant, c'est 16 centimes le kilo. En Tanzanie, on doit être compétitif. Sinon, ils n'achèteront pas nos algues. La désertion des acheteurs s'expliquerait aussi par la baisse de la qualité des algues de Zanzibar, liée selon plusieurs experts au changement climatique. Pour que les algues survivent, la température de l'eau doit être comprise entre 27 et 29 degrés. Quand l'eau est trop chaude, elle n'arrive pas à bien se développer et elle meurt. Beaucoup de femmes ont donc arrêté de cultiver les algues. Le secteur, qui existe depuis 1989, exige une aide de l'État pour trouver des alternatives écologiques et pour soutenir ces 24 000 agriculteurs dont l'horizon paraît bien sombre. Toujours à l'étranger, un problème qui a trouvé une solution plutôt particulière. Les populations utilisent de la spiruline pour lutter contre la malnutrition. Cet aliment est même présenté comme le plus riche dans la nature, après le lait maternel, des qualités qu'il amène dans les assiettes de plusieurs familles. Reportage. Sous des serres en plein cœur de la Drôme, Olivier est un producteur un peu particulier. Il ne fait pas pousser des plantes, mais une micro-algue, la spiruline. Son âge, plus de 3 milliards d'années, et sous ces airs de vase verdâtre se cache une véritable bombe nutritionnelle. C'est un aliment qui permet d'amener de l'énergie, de reconstituer les équilibres. Et en fait, on améliore le fonctionnement de l'organisme. En plus de l'énergie qu'on apporte, on détoxifie le foie, renforce les défenses immunitaires. Voilà, c'est vraiment un aliment santé. Mais ça reste un aliment, c'est pas un médicament.
Récoltée chaque jour d'avril à septembre, elle est ensuite vidée de son eau, transformée en spaghettis et séchée à basse température. Résultat, des paillettes vertes à saupoudrer sur ses plats ou à déguster à la petite cuillère. Martine l'achète directement à la ferme et en mange presque tous les jours. Au niveau, je sais pas, comment dire, physiologique, comment vous dire, j'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre bien. Quasi inexistante il y a 10 ans, cette filière paysanne française produit 20 tonnes de spiruline par an, à peine 15% de la consommation annuelle en France. Le reste est donc importé, souvent sous forme de cachets produits de manière industrielle en Chine ou aux États-Unis. Des pays bien loin eux aussi du berceau originel de cette microalgue. Les origines de cette filière, c'est les femmes du Tchad en Afrique qui la récoltent depuis des siècles, qui ont fait que l'Occident a redécouvert ce trésor nutritionnel, et toutes les fermes paysannes qui se sont d'abord montées en Afrique et que maintenant, nous, spiruliniers, on s'engage à soutenir pour arriver à développer ce modèle paysan de spiruline partout dans le monde. Un modèle déjà très présent en Afrique et que Mariama espère bien importer dans son pays d'origine, le Togo. En stage chez Émilie, cette infirmière bientôt à la retraite prépare sa reconversion avec une idée, inciter les Togolais à mettre de la spiruline dans leur assiette pour lutter contre la malnutrition. Place à présent au chiffre du jour, il est de 11 millions de tonnes. C'est le volume du trafic global enregistré au port autonome de Douala au cours de l'exercice 2015. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. Mais avant de le clore définitivement, le rappel de ce qui a constitué la vitrine, le Cameroun et le Nigeria très bientôt reliés. La Banque africaine de développement a donné son accord pour le financement du projet de construction d'un pont de 403 mètres de long afin de fluidifier les échanges entre les deux pays. Et puis on a parlé de la malnutrition qui a désormais une solution, c'est la spiruline qui est utilisée pour lutter contre cette pandémie. En Afrique, cet aliment est présenté comme le plus riche dans la nature après le lait maternel. Merci de votre attention et surtout merci de rester fidèle au programme de Cannews 24 qui se poursuivent.